comme tout musée est censé ancrer le roman national d'histoire glorieuse, eh bien, les racines culturelles des élites françaises, du XVIIIe, XIXe, XXe, eh bien, c'est l'Orient, la Grèce et Rome. Les Gaulois ne sont devenus nos ancêtres, j'y reviendrai, que à partir de la défaite de 1870 face à la Prusse. Puisque, effectivement, l'histoire de France officielle, les textes les plus anciens qu'on ait, par quelques brides un peu plus anciennes, eh bien, ça commence par une défaite des Gaulois face aux Romains. Commencer une histoire par une défaite, c'est un peu difficile, un peu compliqué. Mais en plus, les Gaulois transformés en gallo-romains, ou les Romains tout court, vont être vaincus un peu plus tard par les Francs, puisque les Francs de Clovis vont s'installer et mettre fin définitive, du moins dans cette partie de l'ex-empire romain, une fin définitive à ce bout de l'histoire de Rome. Mais les Francs eux-mêmes vont à leur tour disparaître, cette fois non pas militairement, mais culturellement, puisque je suis en train de parler français, et comme vous savez, ce n'est pas la langue germanique de la famille linguistique que pouvait parler Clovis, c'est un reste de la langue que parlaient les Romains. Donc les Francs vont disparaître, et contrairement à l'idée que effectivement ce serait le début de la France, il faudrait rappeler en passant que quand Clovis se convertit au christianisme, la Gaule, l'Empire romain, sont déjà chrétiens depuis plus d'un siècle, puisque c'est à partir de l'édit de Théodose, c'est la seule religion autorisée. Toutes les temples de différentes autres religions sont transformés en carrière de pierre, de chaux, transformés en église. Donc effectivement, ça méritait de se poser un problème, de comprendre d'un peu plus près cette histoire, sachant que la France crée en 1846 à Athènes, l'école française d'Athènes, qui est le plus ancien, pratiquement le plus ancien institut archéologique du monde, alors qu'elle va créer seulement en 2002 l'INRA, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Il était question en introduction pour justement assurer une grande partie des fouilles archéologiques sur le territoire national. Qui fait que pendant très longtemps, ce sont uniquement des archéologues dits amateurs qui, à leurs frais, ont fouillé sur le territoire, mais je vais revenir. Alors, si on prend un peu plus de recul de l'archéologie en général, l'archéologie existe depuis longtemps, puisque des hommes de Néandertal, des femmes de Néandertal, il y a 50 000 ans, ont constitué le plus ancien musée d'histoire naturelle du monde, dans la grotte d'Arcy-sur-Cure, en ramassant des fossiles, des pyrites de fer, des objets sans aucun intérêt pratique, mais qui sont accumulés parce que ça leur paraissait intéressant. Et un des plus anciens textes et actes archéologiques qu'on connaisse, c'est celui de Nabonide, le dernier roi de Babylone au 7e siècle avant notre ère, qui nous a laissé un texte, une brique, c'est la brique qu'on voit en bas à gauche, qui raconte que par hasard, il a retrouvé dans la ville de Larsa, qui est maintenant en Syrie, qu'il a retrouvé le temple, les débris du temple d'Hammurabi, qui vivait 1500 ans auparavant, et que donc il a entrepris des fouilles préventives dans ce cas-là, pas tout à fait des fouilles préventives, parce que c'était pas pour un projet d'aménagement, c'était justement pour restaurer le temple en question. Et là, dans ce texte, on a les trois composantes de l'archéologie telle qu'elle va être instituée par différents pays sur Terre de manière officielle, c'est-à-dire l'exaltation, l'intérêt, l'enthousiasme
de la découverte, puisque ce n'est pas un métier qu'on peut faire sans passion, mais aussi tout l'aspect technique le pic, la pelle, le couffin, etc., mais aussi la manipulation des résultats de l'archéologie, la manipulation du passé au profit du présent, puisque Nabonide, en se mettant l'égal du très prestigieux roi Hammurabi, eh bien, renforce d'autant plus son pouvoir, même si ça ne portera pas forcément bonheur. Alors, on va sauter quelques siècles et on a écrit par exemple d'un fonctionnaire, Cassiodore, qui dit s'intéresser aux constructions anciennes et qu'il s'agit de préserver le passé sans détruire en construisant le présent. Donc c'est un souci qui effectivement est ancien, mais qu'on ne va pas retrouver plus tard dans la plupart de ce qui va faire l'essentiel de, si on peut dire, la politique culturelle des différents pouvoirs politiques qui se succéderont en France. On a appelé dans ce livre complexe de Pausanias, justement, cette espèce de dédain du passé. Donc Pausanias explique, comme vous le voyez, que les Grecs, qui dit ça au IIe siècle de notre ère, qui dit que les Grecs trouvent que c'est toujours plus intéressant ailleurs, que les pyramides c'est beaucoup plus intéressant, et que tout ça est plus intéressant que les ruines qu'on peut voir en Grèce même. Là, on cite les murs de Tyrinte, l'époque mycénienne, 500 ans avant notre ère, etc. C'est quelque chose qu'on va retrouver de manière constante en tant qu'ayant jadis travaillé à l'INRA comme mon successeur ici présent, Denis Garcia. On a souvent, dans un débat avec les aménageurs, la remarque, mais ce pourquoi vous voulez me faire payer, c'est pas des Fertiti, c'est pas tout en Caron, etc. Donc l'archéologie, c'est toujours mieux chez les autres, du moins de la part d'un certain nombre de responsables économiques et politiques français. Alors si néanmoins on recherche dans ce qui commence à être la France les plus anciens protocoles de fouilles, alors c'est totalement illégitime, il faut que vous nous fassiez confiance, mais il y a un débat à Lyon pour retrouver la sépulture de Sainte Annemont, un évêque de Lyon du XVIIe siècle, et donc il y a une commission qui va pratiquer des fouilles pour savoir si le célèbre saint est bien là, et donc en fonction de la sépulture qu'on va retrouver un millénaire plus tard, eh bien on va attester de par son costume, de par un certain nombre d'éléments qu'il s'agit bien du saint en question. Donc c'est effectivement ce qu'on a trouvé, ou plus exactement ce qu'a trouvé mon collègue Alain Schnapp, qui a assuré la partie érudite de ce livre, ce qu'on a trouvé de plus ancien concernant des protocoles de fouilles, mais qui sont évidemment rarissimes et qui sont également là pas menés dans un but de pure connaissance historique, mais effectivement avec un intérêt politique et de pouvoir évident. Alors, pendant toute cette... on sait que toutes les sciences vont naître au sens moderne, naissent progressivement à partir de la Renaissance, en même temps que la Bible, comme dans sa lecture littérale, va peu à peu baisser en crédibilité. Donc l'archéologie va apparaître en même temps que les autres sciences, la géologie, l'ethnologie, la botanique, etc. On va accumuler dans ces cabinets de curiosité identiques toutes sortes d'objets qui ensuite, au cours du XVIIIe et XIXe siècle, vont être mis
en forme, vont être classés, par forme, chronologiquement, etc. Donc l'archéologie fait partie de ce même mouvement, même si au début, on ne sait pas très bien de quand ça date, quelle est l'histoire, etc. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'on puisse procéder à de véritables connaissances vraiment organisées. Donc sinon, ce qu'on constate tout au long jusqu'à la Révolution française, c'est plutôt un certain désintérêt pour les antiquités, notamment plus précisément pour les objets, pour les ruines, pour tout ce qui est matériel. Il y a une espèce de prédominance de l'écrit. Tant que c'est écrit, c'est vrai. Le reste peut être une illustration. Jusqu'à la première partie du XXe siècle, en France, on continuera à définir l'archéologie comme une discipline auxiliaire de l'histoire. La vérité, c'est les textes, et l'archéologie, on est là que pour illustrer les textes. Évidemment, quand on n'a pas de texte, les textes, c'est pas très ancien, eh bien, il faudra trouver d'autres méthodes. Alors, on a de temps en temps quelques exceptions, par exemple, on est obligé de tout lire ce texte. Il y a deux diapos sur le texte. Le connétable Anne de Montmorency, un personnage très important qui est un ami intime des rois de France, passe par la ville de Nîmes et là il voit que les bourgeois locaux démolissent tout un peu partout. La célèbre maison carrée a été, elle, sauvée parce qu'elle a été transformée en église, mais que donc on démolit partout les antiquités et trouve que c'est extrêmement regrettable. Donc dans la suite de ce texte, il dit qu'il faut interdire totalement ces démolitions pour qu'on puisse effectivement sauvegarder ces antiquités. Ça intéressait tout autant François Ier, qui est passé par Nîmes, qui allait aussi au Havre, qui avait envisagé même de pouvoir dégager les arènes, l'amphithéâtre de Havre ici présent, qui était entièrement recouvert de bâtiments et qui ne sera dégagé, mais là justement par la pression des notables intéressés à l'Antiquité, mais seulement à partir du XIXe siècle. Un autre texte justement de ces rares prises de conscience, un qui est l'érudit François Roger de Gagnères, 17e début 18e, qui rédige à l'intention de Louis XIV tout un texte où il aimerait que justement il y ait des procédures de préservation des monuments parce que c'est effectivement totalement dommageable de les laisser se détruire. Et il faut donc il y a un arrêt du Conseil pour mettre au bonheur. Mais ce texte est tout à fait intéressant, mais évidemment n'a aucun effet, comme vous verrez. Quand on sera à la fin du XXe siècle, il y aura au moins 40 ou 50 rapports administratifs très intéressants qui ne seront suivis d'aucun effet pendant longtemps. Alors, néanmoins, il y a de temps en temps un intérêt du pouvoir royal qui, au sein de l'Académie française, va créer ce qui va devenir l'Académie d'inscription et belles-lettres. Mais vous voyez, ce n'est pas un hasard si il est question d'inscription et de belles-lettres, donc on est toujours dans les textes, pour justement s'occuper d'archéologie. Au début, d'ailleurs, c'est seulement il n'y a que 4 académiciens qui sont détachés de l'Académie française, et puis ça va prendre petit à petit un peu plus d'importance, se développer à partir du XIXe siècle, mais même encore aujourd'hui, l'Académie d'inscription et belles-lettres a tendance à s'intéresser pour l'essentiel aux civilisations classiques et méditerranéennes, et même si de temps en temps un préhistorien a été élu, ça a été ça d'André Leroi-Gourhan et actuellement
de Jean Guilhem, que tout le monde connaît bien ici, mais ça reste très marginal par rapport au poids des autres civilisations qui sont représentées par hasard, ou par exemple, je veux dire, très souvent, le secrétaire vie perpétuel a longtemps été un égyptologue et c'est de nouveau un égyptologue. Il y a de temps en temps, comme je disais, des sursauts, par exemple. Là, on a vu le plus ancien protocole, là c'est la plus ancienne fouille connue en Normandie, où évidemment le dessin ne respecte pas vraiment la réalité de ce qui a été trouvé, mais fin 17e, on tombe sur une sépulture mégalithique, néolithique, avec un certain nombre de squelettes qui ne se présentaient pas aussi bien alignés, parce que quand elles ont été fouillées, c'est beaucoup plus complexe que cela, mais en tout cas, on a une fouille et un rapport de fouille, donc parmi ce qu'il peut y avoir de plus ancien concernant la France. Dans l'histoire de l'archéologie en général, on considère qu'au début, ce qu'on trouve, ça relève plutôt de la fouille de sauvetage, notamment à Rome. Dès qu'on construit quelque chose, on tombe sur des trouvailles. Il n'y a pas de recherche. On considère que les premières recherches, vraiment, ce qu'on appellerait des recherches programmées actuellement, datent justement des fouilles de Pompéi dans la première moitié du XVIIIe siècle, sachant qu'évidemment, au début, elles ont été menées d'une manière extrêmement approximative. Et c'est les premières fouilles qui vont être organisées en tant que telles, et il n'y a aucun équivalent à ce moment-là en France. Néanmoins, on va avoir affaire au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, au premier grand recueil d'Antiquité, celui de l'abbé de Faucon et surtout celui du comte de Caylus, qui est beaucoup plus élaboré. C'est les premières sommes un peu organisées de gens qui essaient de ramasser l'ensemble de l'information qu'on peut trouver ici et là. Alors, on arrive à la Révolution et donc à l'émergence de l'État-nation qui lui-même a besoin d'un roman national. Or, jusqu'à présent, les Gaulois n'étaient donc, comme je disais tout à l'heure, pas du tout nos ancêtres. Les rois de France prétendaient descendre d'un nommé Francion, qui aurait été un rescapé de la guerre de Troie, puisque c'est l'Iliade, le plus ancien texte européen, donc qui donnait une vraie légitimité aux rois de France. Et quant aux nobles, aux aristocrates, ils prétendaient eux descendre des Francs, si bien que la Sieyès, dans son célèbre discours qu'est-ce que le tiers-État dit puisqu'ils prétendent venir de Germanie, et bien qu'ils y retournent. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs durant la Révolution française, mais ils sont revenus en 1815. Donc là, on voit un projet notamment de l'érudit Pierre Legrand d'Aussy, mémoire sur les anciennes sépultures nationales, donc sur le fait qu'il faut recenser de manière un peu plus sérieuse tous les tombeaux, les tombes sur lesquels on va tomber ici et là. Et il y a une phrase qui est intéressante parce qu'il parle des tombes romaines, des tombeaux romains, et il dit ils n'appartiennent ni aux mœurs de nos pères ni à leur industrie, et ce ne sont pour nous que monuments étrangers érigés sur notre sol par un peuple vainqueur d'après ses arts et ses usages. Donc il y a quand même le début avec la Révolution, c'est la Révolution et le romantisme qui vont fonder le concept d'État-nation. Avant, on n'a que des rois qui sont de droit divin, donc voulus par Dieu, et qui règnent sur des royaumes qui agrandissent au gré des guerres et des mariages, mais ils règnent sur des sujets. Il y a cette notion d'une communauté de citoyens unis dans un même destin, elle date que les Lumières, la Révolution, le romantisme. Donc il y a même un projet de grand musée national en récupérant en partie notamment les collections royales. Donc c'est
maire de Quincy, qui va proposer, toujours pendant la Révolution, qu'on fasse comme ça quelque chose qui serait un muséum national qui ne contraindrait que les ouvrages de l'école française. Donc cette idée de musée national sur lequel s'appuie le roman national et l'idéal national. Et donc, c'est mis en partie en forme par Alexandre Lenoir, qui va créer le musée des monuments français, en ramassant un certain nombre de collections et notamment en saisissant des collections aussi bien royales qu'aristocrates. Et évidemment, avec le retour de la restauration, le musée est immédiatement dissous et les collections rendues à leurs différents propriétaires. Cet intérêt pour l'Égypte, il se manifeste de manière évidemment spectaculaire par l'expédition d'Égypte de Napoléon, qui, comme vous le savez, ne part pas qu'avec des militaires, mais avec plusieurs dizaines de savants, qui vont livrer ces monuments, ces ouvrages monumentaux concernant la description de l'Égypte. Vous avez peut-être vu, très gros format, magnifique lithographie, etc., etc. Ça, c'est effectivement l'Égypte, mais en France, les destructions continuent et on a les célèbres textes de Victor Hugo, Guerre aux démolisseurs, en 1825, publié dans la revue des Deux Mondes. Nous posons donc en fait, peut-être pas en France alors qu'il est une seule ville, un seul chef-lieu d'arrondissement, un seul chef-lieu de canton, où il ne se médite, ne se commence ou ne s'achève la destruction de quelques monuments historiques nationaux, soit par le fait de l'autorité centrale, soit par le fait de l'autorité locale, de l'aveu de l'autorité centrale, soit par le fait des particuliers, sous les yeux et avec la tolérance de l'autorité locale. Donc ça va avoir néanmoins un certain impact, et avec l'arrivée de la monarchie de Juillet et du ministre Guizot, d'abord de l'Intérieur et ensuite plus, va effectivement par décret, donc vous n'êtes pas obligé de lire tout le texte, mais montre un bout, va par décret créer le premier poste d'inspecteur des monuments historiques, qui sera pris surtout par Prosper Mérimée. Et on a ce texte qui fait écho à celui de Victor Hugo, d'un aristocrate, Charles de Montalembert, en 1833, qui rend hommage, ce sera un éternel honneur pour le gouvernement Juillet que cet arrêté de son ministre de l'Intérieur, etc., qui rend hommage donc à la décision du gouvernement Juillet, et qui notamment, cette phrase célèbre qu'Alain Schnapp avait repérée et qu'on aime bien répéter, puisque en 1833, il dit « La mémoire du passé ne devient importune que lorsque la conscience du présent est honteuse ». Ce rapport au passé et à l'archéologie est tout à fait illustré par cette phrase. Alors néanmoins, le 19e siècle, c'est le moment où se forme un peu partout, certaines remontent au 17e, mais surtout au 19e, se forment un peu partout des sociétés savantes, c'est-à-dire que dans un certain nombre de villes, des érudits locaux vont fonder ces sociétés qui vont s'intéresser au passé, aux ruines, collecter les archives, etc., etc. Alors, il y a des côtés moins fructueux, comme ce mouvement qu'on va appeler la symptomanie, c'est-à-dire l'idée que jadis il y avait des Celtes, ça s'est beaucoup inspiré des faux poèmes d'Ossian écrits par un faussaire écossais à la fin du XVIIIe. Il y a cette idée qu'il y avait des druides qui sacrifiaient des victimes innocentes sur les dolmens, qui n'étaient pas reconnus comme des champs funéraires, alors que tout à l'heure, le monument qu'on a vu
de Cocherel à l'époque était parfaitement identifiée comme justement une chambre funéraire. Là, comme souvent ça s'appelle dolmen, table en pierre en langue bretonne, parce que souvent le tumulus qui les protège a disparu, eh bien on va les interpréter au contraire comme des tables à sacrifice. Néanmoins, avec le Second Empire, Napoléon III s'intéresse, il essaie de fonder aussi son pouvoir conquis par la force sur une monarchie plus populaire. Il va rétablir le suffrage universel masculin à la fin de son règne, et il va donc créer une commission de la topographie des Gaules. Donc, il y a plusieurs dizaines de savants chargés d'inventorier un peu partout. Il va lancer des fouilles, notamment à Alésia, mais qui va retirer à la commission de topographie des fouilles, de topographie des Gaules, parce que les membres de la commission n'étaient pas d'accord avec lui sur certaines identifications de sites décrits par César, donc il les confie à un officier polytechnicien, Stoffel, qui va mener ces fouilles à Alésia, et il va élever un très grand monument à la gloire de Vercingétorix, où le sculpteur a donné à Vercingétorix les traits de Napoléon III. Ce n'était pas une très bonne idée pour l'avenir, et une grande inscription Napoléon III à Vercingétorix. Il va donc, en 1867, inaugurer le musée qui deviendra le musée des Antiquités nationales un peu plus tard, et en 2005, le musée d'archéologie nationale. Donc pour cela, on va récupérer un ancien château royal qu'on va retransformer en faux château Renaissance, mais installé à Saint-Germain-en-Laye, donc de manière significative, extrêmement loin de la capitale, du centre de la capitale, et malheureux musée qui n'a jamais eu ni de crédit, ni de public, ni fait l'envie à un président de la République d'en faire son grand projet présidentiel. Il y a été quelques-uns, il y a quelques années, à proposer que, sinon de déménager, du moins de faire dans l'île de la Cité un centre d'interprétation, une annexe qui fasse que quand les touristes sont au Louvre, 10 millions, ils puissent aussi visiter ce monument dédié à l'archéologie du territoire national, mais ça n'a rencontré aucun écho. Donc, comme vous savez, le malheureux Napoléon III est obligé de se rendre, et donc c'est pas un grand service qui rend aux Gaulois, parce que du coup, les Gaulois sont un peu assimilés à l'Empire autoritaire. Il y a des universitaires libéraux comme Colomb, qui est l'auteur du Sapeur Camembert, va plaider pour comme il est franc-comtois, pour qu'Alésia soit à l'aise en Franche-Comté. Il y aurait des dizaines de discussions autour de l'endroit où est Alésia. Et ça ne va pas évidemment favoriser non plus l'essor du musée de Saint-Germain-en-Laye. De leur côté, les Allemands, qui commencent effectivement leur histoire par une victoire, c'est en l'an 9 de notre ère, le Germain Arminius, où Hermann va écraser les 2 légions d'Auguste, et donc les Allemands y font un très grand monument, Arminius à 50 mètres de haut, qui répond un peu au Vercingétorix, et dans le socle, il y a un bas-relief qui présente l'empereur Guillaume Ier, le vainqueur de Sedan, et ce bas-relief en bronze est fait avec les bronzes pris, fait avec les canons français pris à Sedan, donc tout un symbole. Et plus récemment, il y a eu un musée fait sur le lieu de la bataille, du moins identifié, qui, vous le voyez, qui est inauguré par la chancelière Merkel. Alors, on finit par faire quand même un musée à Alésia, plutôt un centre d'interprétation, le Muséoparc,
inaugurée par le Premier ministre François Fillon juste avant la défaite de la droite au présidentiel en 2012, et François Fillon va parler d'une défaite fondatrice. Alors, dans le 19e siècle, c'est aussi la naissance de la préhistoire. En 1859, les géologues anglais authentifient les découvertes de bifaces dans les carrières, notamment de Saint-Acheul, par le douanier Boucher de Perthes, et que donc les gens comme Gabriel de Mortier, attaché au musée d'archéologie nationale, ont commencé à définir les cadres de la préhistoire. Mais concernant l'administration même de l'archéologie, il y a un projet, il y a une loi en 1887 qui est établie donc sous la Troisième République. La Troisième République, effectivement, commence avec l'école gratuite et obligatoire et fondée sur une défaite, va faire que nos Gaulois vont enfin devenir nos ancêtres. Mais ça ne va pas plus loin concernant la protection de l'archéologie, puisque cette loi dit simplement que s'il y a des découvertes, il faut les signaler. Le maire de la commune le signale au préfet, et le préfet, il va prendre des mesures, et puis ça va s'arrêter là. Ça reste. Jusque-là, n'importe qui a le droit de creuser n'importe où et de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de mesure particulière de protection, même s'il y a un inspecteur des monuments. Et c'est d'autant plus paradoxal que dans les colonies françaises, là, on va établir une réglementation stricte. Le sous-sol appartient à la puissance colonisatrice, alors qu'en France, il appartenait jusqu'en 2016, et encore maintenant, d'une certaine façon, mais j'y reviendrai. Le sous-sol, là, appartient à la puissance publique. Donc il y a une administration tout à fait centralisée de l'archéologie dans les territoires colonisés. Bon. Évidemment, on va dire que, en ce qui concerne le Maghreb, il s'agit néanmoins essentiellement de monuments romains, que ce soit en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. C'est là-dessus que les efforts apportent un intérêt particulier. Merci, c'est très gentil. Il n'y a aucun intérêt particulier pour la préhistoire à ce moment-là. Mais c'est intéressant de voir l'inversion face à face des outils de législation. Donc, comme vous savez, il faudra attendre 1941 pour qu'il y ait enfin une loi qui soumette les fouilles à autorisation, faite par le ministre de l'Éducation, Jérôme Carcopino, qui était archéologue aussi, qui en tant que ministre de l'Éducation nationale sera aussi celui qui signera les décrets attribuant les juges de l'enseignement, aussi bien pour les enseignants que les enseignés, et ce dont il a essayé de se justifier dans le livre que vous avez, Souvenir de 7 ans, justifie son action ministérielle, et dans lequel il ne parle pas d'ailleurs pas du tout de ça. Alors il aura quelques ennuis légers à la libération, mais ça n'empêchera pas de finir à l'Académie peu d'années après. Alors cette loi, c'est une simple loi de police, c'est-à-dire que nul ne peut faire de fouilles sans une autorisation administrative, ce qui était le cas dans beaucoup d'autres pays et qui avait été déjà proposé longtemps avant
enfin quelques années avant, par une conférence générale qui avait lieu au Caire sur la loi de 41. Vous avez un très gros livre, très érudit, qui vient de sortir, coordonné par nos collègues Vincent Nigri et Nathan Schlanger, qui racontent justement toute la jeunesse de cette loi et tous ses effets, et qui la replace aussi dans son contexte historique et sociologique. Donc il y a enfin cette loi, elle est validée en 1945. Quand on dit que c'est une loi vichysoise, c'est faux parce que, dans son principe, parce qu'elle s'inspire des autres lois qu'on a partout ailleurs. Le seul côté vichysois, c'est qu'apparemment il avait été prévu que, comme dans les autres pays, en Grèce, Italie, Europe centrale et orientale, le sous-sol archéologique appartienne soit propriété publique. Et là, au contraire, il est précisé que les découvertes, c'est moitié pour le propriétaire du terrain, moitié pour le fouilleur, par un parlementaire. Et ça va durer jusqu'en 2016. En 2016, enfin, ça devient une propriété publique, mais comme la loi n'est pas respective, il faudra que le terrain change de main, soit par héritage, soit par rachat. Donc il ne se passe ensuite pas grand-chose, parce que l'archéologie sur le territoire français est faite essentiellement par des archéologues amateurs, mais c'est seulement effectivement à partir des années 70-80 que une, deux ou trois générations vont se battre obstinément pendant 30 ans pour obtenir enfin un minimum de réglementation. Et ça va être toute une série de rapports ont suivi des faits. Le premier, un peu suivi des faits, néanmoins, a été confié à l'archéologue et ethnologue américaniste Jacques Soustelle, qui fait donc ce rapport sur la recherche archéologique et anthropologique en France, et qui fait qu'on va créer pour la première fois un fonds d'intervention pour l'archéologie de sauvetage, le FIAS, qui était à l'époque de 5 millions de francs, ça sera à peu près 5 millions d'euros maintenant, ce qui doublait, sinon triplait les maigres crédits du ministère de la Culture. Après, il va y avoir un certain nombre de rapports. Un des rapports les plus intéressants a été fait par mes collègues Alain Schnapp et Jean Chapelot et Armel Kérien sur la politique de l'archéologie en Europe, qui justement compare les crédits, les nombres d'archéologues, etc., dans l'ensemble des pays européens. Alors maintenant, c'est heureusement complètement caduc, mais ça a marqué, effectivement, ça n'a pas eu d'effet politique, mais c'est un bilan. On a le colloque qui avait été organisé par l'INRA en 2008, la fabrique de l'archéologie en France, un certain nombre de témoignages justement sur ces mouvements. C'est l'époque aussi, en 1979, il faut être créé la revue très militante, les nouvelles de l'archéologie, qui est une revue trimestrielle, qui a été longtemps dirigée par Annick Coudard, et qui va avoir un effet d'agitation en parallèle. Et enfin, en 82, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, Max Kérien, qui est un haut fonctionnaire, va faire un rapport également extrêmement important. Ce qui est amusant, sans montrer dans le détail, c'est que dans ce tableau, on donne les différentes mesures qui sont proposées dans le rapport et dont certaines n'ont jamais été mises en œuvre, comme le fait de donner un statut aux archéologues de collectivités territoriales qui jouent un rôle évidemment très, très important sur le terrain, et une série de mesures. Ce tableau est dans le livre et qui montre qu'il y a un effet retard particulièrement intéressant. Dans le livre dont je parlais à l'instant, La fabrique de l'archéologie, vous avez un papier de l'historien de la culture Marc-Olivier Larocque, qui s'appelle Fabrique de l'archéologie ou Fabrique de rapports sur l'archéologie, où il donne un tableau en 2008 de l'ensemble à partir
le rapport Soustelle, vous voyez, de l'ensemble des rapports qui auront été rédigés, et tous, pratiquement, la plupart sont en tout cas en effet. Et il conclut le rapport d'ailleurs, il y a une conclusion d'article en citant un historien américain, Hirschman, 2 siècles de rhétorique réactionnaire, où il dit que les arguments pour ne pas faire quelque chose, il y en a 3. C'est ce qu'il appelle l'inanité, c'est-à-dire on va vous dire mais tout va pour le mieux, on va faire quelque chose, on va même dire il va y avoir un effet pervers, le mieux est l'ennemi du bien, etc. Vous en direz un exemple bientôt. Ou alors, troisièmement, vous allez mettre l'économie en péril, etc., etc. Néanmoins, à partir des années 80, il y a un vrai décollage de l'archéologie de sauvetage qui devient préventive, à la suite d'un certain nombre de découvertes qui peuvent être plus ou moins des scandales, qui commencent à être des scandales archéologiques à partir des années, plutôt des années 80, mais en 69, j'ai découvert dans le quartier de la Bourse de Marseille de tout le port grec. Au début, le maire de Marseille a ce qu'on veut faire, c'est de s'opposer aux fouilles, mais ça finit par se faire. À Bourbonne-les-Bains, on détruit tout un établissement romain, et la revue Archéologia montre à l'intérieur de ce numéro-là cette tête en bois et la tête du préfet, en disant cette tête a voulu jeter cette tête à la décharge. Donc on sent qu'il y a une montée de l'opinion publique, il y a la destruction du cimetière médiéval d'Orléans où les camions passent faisant tomber des crânes et des tibias par terre. Donc à partir des années 80, il commence à y avoir une vraie sensibilité, mais c'est aussi un moment où on rentre dans des moments de crise économique, une forme d'épidémie, on voit des migrations, la montée du chômage, alors que jusque-là on détruisait, on a joué la bonne humeur, maintenant on s'intéresse un peu plus à l'histoire pour savoir d'où on vit. Et justement, quand le président Mitterrand décide d'aménager complètement le Louvre sous la pyramide, et bien, sur 6 hectares, il va y avoir des fouilles considérables, employant 150 archéologues, des ouvriers, avec un budget à l'époque de 10 millions de francs, ce qui fera fortement autant d'euros maintenant. Donc on va changer vraiment d'échelle à partir de ce moment-là. Les personnages qui vont jouer un rôle comme Jacques Laspargue, qui passe normalement pour avoir été le premier à inventer ce terme d'archéologie préventive, et puis archéologie de sauvetage. Sauvetage, c'est quand on court derrière les bulldozers. Préventif, c'est quand on est devant les bulldozers qui ont passé attendre poliment que la fouille soit finie, ou en Lorraine, où le service archéologique, notamment autour de Saint-Blouet, va établir ce protocole de sondage systématique à la pelle mécanique, à sortir ensuite de fouilles, donc là encore à partir des années 80-90. Et au cours des années 70 qu'apparaît en France la méthode de décapage mécanique, qui n'existait pas du tout avant, qui a été importée par un archéologue tchèque, Bohumil Sounsky, qui au début a fait scandale, parce qu'on avait l'impression que c'était le moment où des gens comme le Rembrandt avaient imposé des méthodes de fouille chez les archéologues amateurs beaucoup plus fines, et puis finalement maintenant c'est complètement banal, et puis personne ne se souvient que dans les années 75-76, ça avait été une polémique extrêmement importante. Autre relais, en 92, la Convention européenne de Malte, donc l'Europe, non pas au sein de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, qui est à Strasbourg et qui réunit les 50 États européens. Et donc là, pour la première fois, il y a une convention qui dit que tous les États doivent faire des fouilles préventives, sans chiffrer l'organisation ni à quelle hauteur financière, mais en tout cas il y a obligation. Ça veut dire que tous les pays signataires qui ont signé peuvent pas dire finalement l'archéologie ça ne m'intéresse pas. Ils sont liés par ce texte international.
Néanmoins, il se passe toujours rien. Par exemple, en 1997, il y a une lettre du Premier ministre Alain Juppé qui dit à un promoteur de Rodez qu'il a le droit de faire son. Alain Juppé a dû vraiment lire le dossier, qu'il a le droit d'aménager sans craindre d'être poursuivi pour destruction de sites archéologiques. Et donc ça déclenche des manifestations. Même chose en 1998, et en 1998, il va y avoir effectivement un rapport qui va être rédigé essentiellement par le juriste Bernard Pêcheur, par Bernard Boignan, élu local, et par moi-même, qui va mener effectivement à la loi de 2001 sur l'archéologie préventive, qui dit en gros deux choses, c'est-à-dire l'archéologie préventive, on est obligé d'en faire, et c'est les aménageurs qui paient, sauf exception. Et deuxièmement, on va créer un institut pour ça, qui veut dire donc l'INRA. Il existait déjà une structure qui s'appelait la FAN, Association pour les fouilles archéologiques nationales, qui servait juste de relais pour payer, parce que certains aménageurs avaient commencé à donner de l'argent pour payer les archéologues contractuels. Vous voyez, ça c'est fou. Là, maintenant, à partir de ce noyau, mais qui n'était pas une structure scientifique, et créer l'INRA donc en 2002, qui fêtait ses 20 ans il y a 2 ans. Et dès que ceci est créé, ça a été remis en cause, puisque c'est la loi date de 2001, les premiers décrets, l'établissement en février 2002, mais juin 2002, la droite revient au pouvoir, même si le président Chirac s'intéresse beaucoup à l'archéologie, néanmoins sa majorité parlementaire essaie de le remettre en cause. Il y a 6 mois de grève, d'occupation de locaux, etc. Et finalement, on aboutit à une loi Michel-Michou qui dit que les sondages préliminaires doivent toujours être faits par une structure publique, soit l'INRA, soit les services de collectivité, afin d'en garantir l'objectivité, c'est-à-dire qu'on n'est pas affaire à des entreprises spécialisées dans le fait de jamais rien trouver, et ensuite les fouilles proprement dites doivent être mises en concurrence par l'aménageur qui va choisir celui qu'il préfère. Donc les rapports vont continuer, vous avez un rapport assez créatif, mais un rapport fait par 3 inspecteurs qui disent que finalement cette idée que l'archéologie préventive c'est de la recherche, c'est un mythe fondateur. Vous avez l'exemple d'un tract de la CGT, un article du Canard enchaîné, Raphaël Cassouille, et toute une analyse dans l'archéologie, dans la vue nouvelle de l'archéologie, de tous les médias qui à ce moment-là s'en emparent, tous les dessins autour de cette question de la machine, du contrôle, des dessins autour de ça, mais il va y avoir 6 mois d'agitation très, très forte, des archéologues qui, en haut à droite, se déshabillent devant, en haut à gauche, se déshabillent devant l'opéra, sautent dans la scène, etc. Donc à la fin, on arrive effectivement à cette loi qui est un compromis, c'est-à-dire qu'on ne remet pas complètement en cause, mais on introduit la concurrence dans l'espoir de faire baisser les prix. Donc pour rappel, arrivé maintenant, on a à peu près 1 million de sites qui sont connus en France. Je pense qu'il y en a 10 fois plus par rapport aux endroits qu'on connaît. Il y a chaque année à peu près 500 km² qui sont artificialisés pour les constructions divers. Donc ça fait la surface d'un département tous les 8-10 ans ou un terrain de foot toutes les 4 minutes à peu près qui est creusé. Donc comme il y a en moyenne un site tous les 2
sur une autoroute à 1 kilomètre et un site important. Et là-dessus, on fait néanmoins des sondages préliminaires que sur un quart, un tiers des cas. Donc, ce qui fait à peu près 2500 à 3000 opérations de sondage préliminaires qui eux-mêmes vont mener à des fouilles proprement dites, donc à peu près 400 à 500 fouilles par an, que dans à nouveau un quart. Donc en tout, un quart de quart, ça fait 4 ou 5% pour un coût d'1 ou 2%. Ce qui veut dire que quand on paye 10 € pour une autoroute, il y a 10 centimes qui ont servi à compenser le coût des fouilles. Donc, je rappelle, ça c'est les sondages préliminaires et après les fouilles vont avoir lieu. Alors le problème, c'est qu'effectivement, en introduisant la possibilité de concurrence, ça a amené dans une certaine mesure le gain des prix. Si la chose vous intéresse, sur Internet, un rapport assez fouillé sur le secteur privé en archéologie préventive par la CGT, qui montre que dans un premier temps, comme vous voyez sur la carte, différentes couleurs, c'est les différentes entreprises privées au départ, chacune se réserve un bout du territoire français, donc il n'y a pas vraiment de concurrence, on se partage en fait le marché. Mais après, vous avez une entreprise beaucoup plus agressive qui s'appelle EVA et qui, elle, va s'implanter partout, en cassant les prix, en portant plainte contre l'INRAP auprès de l'autorité de la concurrence en France et auprès de Bruxelles pour concurrent à une position dominante, etc. Je montre juste que ça existe, mais dans ce rapport que vous avez sur Internet qui donne les chiffres montre que c'est pas forcément une mauvaise affaire d'avoir une entreprise privée d'archéologie. Moi, on souhaite surtout gagner de l'argent, juste des arguments sur les commenter. Les aménageurs, effectivement, là, vous avez le journal officiel des entreprises de VTP qui s'appelle Le Moniteur. On se plaint qu'il y a une rare, ces gros personnages allongés qui a pris en fait une abus de position dominante et que c'est très dommage. Donc je passe sur ces courriers ministériels et voilà, vous avez un rapport de la Cour des comptes, par exemple, qui dit ah oui, qui porte sur une rap, qui dit oui, il y a un problème, effectivement, éventuellement de concurrence, mais on n'a pas regardé. Par contre, ce serait vraiment dommage, parce que c'est le moment où la ministre Aurélie Filippetti avait demandé de réexaminer complètement le dispositif. La Cour des comptes, de manière très lyrique, dit on ne va quand même pas pénaliser ces entreprises qui avaient confiance, s'étaient lancées sur le marché, etc. Voilà l'exemple de mon diplomatique d'un article assez fouillé sur la question. Le problème de l'archéologie privée, c'est pas commercial, c'est pas son existence en général, c'est la conception. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter la meilleure voiture avec les meilleures qualités, rapport qualité-prix, c'est ce que vous regardez. L'aménageur économique, l'autoroutier, il ne veut pas acheter la meilleure archéologie préventive, la meilleure recherche archéologique possible. Juste qu'on les laisse opérer rapidement et pas trop cher. Donc c'est un détournement de la notion de concurrence. En plus, dès qu'il y a une crise, par exemple, c'est à l'Angleterre, la courbe qui part de 83 jusqu'à 2010, avec la crise économique de 2008, les chiffres vont s'effondrer, même chose en Espagne. En plus, les entreprises privées bénéficient de ce qu'on appelle le crédit impôt recherche, c'est-à-dire qu'elles ont des déductions fiscales au titre de la recherche. Donc, paradoxalement, l'État permet à des entreprises de concurrencer une entreprise, une institution nationale. D'ailleurs,
dans les débats actuels de problème de décès des dépenses de l'État, il y a très régulièrement, et encore aujourd'hui, une remise en cause de ce crédit impôt recherche qui est fait à fond perdu et sans aucun contrôle. Donc, pour rappel et en conclusion, vous avez 3 types d'organisation actuellement de l'archéologie, les fouilles programmées en France, les fouilles que rien ne menace, soit des fouilles programmées à l'étranger, qui sont probablement des fouilles préventives d'ailleurs, elles devraient être beaucoup plus. Plusieurs collègues ont fait la demande du ministère des Affaires étrangères un gros rapport sur les fouilles à l'étranger en incitant justement les équipes françaises à aller de plus en plus vers les sites menacés. Le rapport a été enterré aussitôt. Vous avez donc les fouilles préventives en France. Là, c'est par exemple le rapport de 2022 de l'INRA, mon collègue Dominique Garcia parlera certainement mieux. Ça donne une idée par région de là où il y a les fouilles. Donc sur les 400 ou 500 fouilles annuelles, en gros, une grosse moitié faite par l'INRA, un petit quart par les entreprises privées, une dizaine, à peu près une dizaine, douzaine, et un gros quart par les services de collectivité territoriale. La pyramide des âges de l'INRAP s'est beaucoup améliorée, parce qu'au début, justement, on n'avait pas cet aspect de courbe à peu près normal, même s'il y a un certain vieillissement et une difficulté de renouvellement. Ça, c'est l'organigramme pour devenir archéologue, si on a parmi nous qui le souhaite. Et ça, c'est la répartition par institution. Le gros camembert, en gros marron, c'est l'INRAP. En gros, c'est les services de collectivité. En vert clair, les entreprises privées, vert foncé, la culture, et en bleu, en clair foncé, les universités. C'est là que vous avez la même chose, cette fois en diagramme. Alors, par rapport avec à peu près 4500 archéologues en France, on est dans une bonne moyenne européenne. Vous avez les chiffres pour les autres pays. On arrive comme à 10 000 en Allemagne, mais on peut estimer qu'il y a environ 5 000 archéologues à peu près en tout en Europe. Ça, c'est par sexe, par état, etc. Mais finalement, également, qui sont décrits plus récemment et tout à fait d'actualité sur les problèmes de harcèlement sexuel dans l'archéologie, mais qui touchent beaucoup plus les fouilles programmées, notamment les fouilles universitaires, que les fouilles préventives. Une exposition, notamment par l'INRAP, sur ces problèmes qui tournent actuellement en France. Alors, juste un rappel que ce n'est pas seulement creuser, mais que l'archéologie, c'est également rendre restituer auprès du public. Donc, les journées européennes de l'archéologie, qui avaient d'abord été françaises au début seulement en 2010 et maintenant qui sont européennes, et en France organisées par l'INRAP, l'égide du ministère de la Culture, où il y a à peu près plus de 200 000 personnes qui, pendant un week-end du mois de juin, s'intéressent à visiter les différents chantiers, expositions, portes ouvertes, etc. L'INRAP en particulier a organisé un certain nombre de colloques, des exemples, des publications de ces colloques, de grosses expositions à la Villette sur les Gaulois, justement renversant, parce que l'archéologie préventive a renversé notre vision des Gaulois qui étaient les brutes au fond des bois et qui ne mangeaient pas de sanglier. Même chose pour le Moyen-Âge et également pour le néolithique à Lyon. Alors, il faut en parallèle souligner le rôle très important des collectivités territoriales, justement, qui ont suppléé en partie aux carences de l'État en créant des postes
d'archéologues de collectivités à partir des années 80-90, on a à peu près 800 actuellement, et aussi qui ont créé beaucoup de nouveaux musées. Alors, comme je disais, le musée de Saint-Germain-en-Laye est toujours en déshérence, c'est bien, on a quelques exemples, et ici on est en bonne fondation de la Boga, comme vous le savez, mais je prends quelques exemples, parmi d'autres, et souvent à chaque fois, les grands architectes et de vraies réussites architecturales en tant que pédagogiques. Alors, vous vous demandez qui a peur de l'archéologie. Pour finir, par exemple, il y a eu un rapport par la demande du président Hollande j'ai lu un gauche, un de droite, qui dit l'abus du devoir de mémoire archéologique qui est parfois obligé de devoir d'avenir. L'archéologie nous empêche d'exister, et ça avait mené au choc de simplification du président Hollande, qui avait donné un certain nombre de mesures, et il avait dit notamment que finalement, dans une phrase qui est quand même assez bizarre, que si la nature commune du terrain est reprise à l'existence de vestiges, et là si on pense qu'il n'y a pas grand-chose, il faudrait juste faire des prospections soit aériennes, soit électromagnétiques, mais pas faire de trous. Ça a été testé par l'INRA, un très grand projet d'aéroport. On a d'abord fait des prospections électromagnétiques et après des vrais sondages à appel mécanique, et prospection électromagnétique n'avait détecté que 20% des sites. Autre exemple, au début de l'année, il y a un député français, vous connaissez peut-être, Eric Ciotti. Il y a eu des ravages catastrophiques dans la vallée de la Vesubie à cause des catastrophes atmosphériques, un glissement de terrain et tout. Donc, il fallait faire partout des terrassements, des reconstructions, et donc assez normalement, le service régional de l'archéologie avait prescrit des sondages. Et le député a dit que cet arrêté était grotesque et ridicule, rédigé par des technocrates déconnectés des réalités. Comme vous savez, nos collègues des services régionaux d'archéologie d'abord plus près des réalités, et donc il a obtenu, en écrivant au ministre de l'Intérieur, au préfet, que l'arrêté soit annulé dans tous les travaux d'aménagement, de terrassement, on se fait sans aucun contrôle archéologique. Et à peine un mois plus tard, la ministre de la Culture, qui a été récemment renouvelée, a décidé, dans le château où il y avait des fouilles préventives, parce que le propriétaire du château dépensait 100 millions d'euros pour tout réaménager, mais il creusait partout, les jardins, etc. Donc il s'était plaint qu'on avait fait payer pour l'archéologie alors qu'on n'avait rien trouvé, ce qui était faux. Donc la ministre avait dit qu'il ne fallait pas creuser un trou pour le plaisir de creuser un trou. Donc il y a une tribune dans le journal du Monde, une quinzaine de collègues universitaires, et ça a été très répercuté dans la presse. Et la ministre a été obligée de faire marche arrière de tout son cabinet à organiser une visite en catastrophe dépôt de fouilles de l'INRA, où sont les structures de Notre-Dame. Il a déclaré que les journalistes avaient mal compris qu'il y avait beaucoup d'archéologie. Je reprends encore un peu plus ramasser ce que je disais tout à l'heure. L'archéologie, ça va détruire notre avenir, donc c'est une destruction très rapide, mais patrimoine éminemment renouvelable, et des fouilles réelles, donc sont des tas et pour 2% des travaux. Voilà, je vous remercie.